avant d'appeler nos prochains intervenants, je voudrais faire une toute petite introduction. Donc, on va parler de la RE 2020. Vous imaginez que la RE 2020, pour la CIM, ça a été ces 24 derniers mois un travail énorme. Donc je voulais remercier, vous vous reconnaîtrez, ceux dans la salle qui y ont participé. Vous avez démontré ce à quoi servait un syndicat professionnel. Voilà, vous avez cogité, réfléchi, suggéré, vous avez fait des calculs. On a eu un très bon officier de liaison sur ce travail, Mathieu Armango, qui est là, et je voudrais vous le présenter. Mathieu, c'est l'ingénieur MSEQ de DLR ASIM. Donc, il a été l'officier de liaison du groupe de travail, et puis du groupe de travail avec la haute administration. Et je voudrais en profiter, la CIM voudrait remercier la DHUP. Donc, c'est une des directions du ministère de la Transition écologique, la direction pour l'habitat, l'urbanisation et le paysage. Voilà, j'ai toujours du mal avec les acronymes, peu importe. Merci à cette administration parce que je suis bien placé pour vous garantir que la collaboration entre les organisations professionnelles et l'administration, c'est pas toujours facile. On a eu un vrai niveau d'écoute. Vous avez été vraiment sollicités. Alors ça ne veut pas dire qu'on a été d'accord sur tout, hein, et il y a encore des choses à expliquer. Mais néanmoins, on voulait remercier la DHUP pour sa présence aujourd'hui. Elle sera sur scène et puis pour ce travail. Voilà, j'en ai fini avec ma petite introduction. On appelle sur scène Éric Orange, notre président. Hein. On appelle Aloïs Thiebaud, justement, de la DHUP, qui est là. Et puis, on appelle Vianney Fulart, EGF BTP, qu'on a entendu ce matin, qui est intervenu aussi. Voilà, la parole est à vous, messieurs. Installez-vous comme vous l'entendez. Vous avez 2 micros. On commence avec toi, Éric. Une petite introduction. Donc la RE 2020, effectivement, c'est un sujet qui nous a bien occupés au niveau du syndicat. Ça nous a permis de grandir, comme tu l'as dit, et c'est une bonne chose. On est très heureux d'avoir la DHUP en la présence d'Aloïs aujourd'hui, parce qu'en fait, on a fait beaucoup de visio et peu de présentiel, et nous, on est des hommes de présentiel. Aloïs s'en est rendu compte. Alors, la RE 2020, en fait, elle s'applique aux constructions, aux bâtiments définitifs de façon claire et nette. Et en fait, toutes les constructions modulaires qu'on fait de façon définitive, il n'y a pas de question, il n'y a pas de photo, c'est RE 2020. Donc là, pour reprendre les termes de Stéphane de ce matin, il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Les enjeux étaient sur l'applicabilité de la RE 2020 aux constructions provisoires, parce que c'était ça le truc difficile et compliqué. Et donc, on a appris à parler un langage qui s'appelle le DHUP. Donc, on a appris plein de langues étrangères à la CIM. Et on a essayé de comprendre que c'était des exigences adaptées. Mais ça, Aloïs va nous détailler tout ça. Et puis on a découvert aussi un écosystème qui nous était assez étranger, c'est les consultations de la DHUP, où vous arrivez dans une visio à 50, vous connaissez Aloïs Thiebaud et personne d'autre. Et puis en fait, on a découvert un certain nombre de gens qui nous ont découvert, dont EGF BTP. Et puis, dans une visio comme celle-là, on essaye de se trouver des alliés de circonstance parce qu'on se dit, waouh, on fait une photo de l'écran pour essayer de prendre les noms des gens, pour savoir qui fait quoi, on analyse les trucs, etc. Donc, il y a un vrai boulot de collecte d'informations. Et on s'est rendu compte que GFBTP, en la personne de Vianney, c'était un utilisateur de BASI. Et donc de construction provisoire. Et donc, il avait aussi des questions sur la RE 2020. Et donc, on a trouvé intéressant aujourd'hui d'avoir l'administration, et puis d'avoir les industriels, et puis les utilisateurs. Et donc, nous, on est au service de tout ça. Donc voilà, je vais laisser la parole à Aloïs qui va nous expliquer la RE 2020 et comment ils ont abordé les choses. Et puis, au bout de 2 ans de discussion, où on en est arrivé. Et puis après, Vianney interviendra sur ces demandes de précision. Merci, bonjour à tous. Donc Aloïs Thiebaud, chef de projet à la DHUP, donc au ministère de l'Environnement. Et du coup, je me suis occupé notamment des textes qui sont parus en fin d'année dernière concernant les adaptations des exigences pour les constructions temporaires. Du coup, je vais peut-être vous présenter rapidement les grands objectifs de la RE 2020 dans un premier temps, et ensuite les adaptations des exigences pour les constructions temporaires. Du côté des objectifs de la RE 2020, on a 3 grands objectifs qui sont de donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l'énergie, de diminuer l'impact carbone de la construction des bâtiments, et de garantir le confort d'été des bâtiments. Et ces 3 grands objectifs sont traduits par des exigences de résultats, donc des indicateurs qui traduisent la performance énergétique, environnementale et de confort d'été des bâtiments, et par des exigences de moyens qui ont plutôt un rôle de garde-fou sur des sujets ponctuels.
Du coup, la RE 2020 est entrée en vigueur pour les constructions résidentielles de bureaux et d'enseignement en 2022. Et plus spécifiquement, pour les constructions temporaires, il y a des adaptations des exigences qui sont prévues et donc dont les textes ont été parus fin 2022 et qui entrent en vigueur au 1er juillet 2023. Donc, le périmètre concerné, donc des constructions qui peuvent recourir à des exigences adaptées, ce sont les constructions implantées pour une durée de moins de 2 ans et les constructions mentionnées à l'article R421-5 du Code de l'urbanisme, donc exonérées de démarches d'urbanisme, qui sont à usage résidentiel, de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire. Et donc ça se traduit par les constructions implantées donc pour moins de 2 ans toujours, les salles de classe démontables qui sont implantées le temps d'un chantier de travaux, et les bases vie et installations commerciales associées à un chantier de travaux. Toujours pour ces 4 usages de bâtiments résidentiels, bureaux, enseignement primaire et secondaire. Et du coup, pour l'ensemble de ces constructions, la RE 2020 ne s'applique qu'au 1er juillet 2023, donc elle ne s'applique pas maintenant, mais seulement au 1er juillet 2023. Donc une entrée en vigueur un peu décalée pour ces constructions. Et donc, du côté des adaptations des exigences pour ces constructions, puisqu'elles ont des spécificités qui font que les exigences de la RE 2020 dans leur ensemble seraient difficilement, voire impossibles à appliquer. On a distingué 2 configurations. D'une part, les constructions fabriquées ou construites après le 1er juillet 2023. Et d'autre part, les constructions temporaires qui ont été fabriquées avant le 1er juillet 2023, donc qui peuvent déjà exister aujourd'hui, et qui seraient déplacées, donc installées sur un nouveau site après le 1er juillet 2023, et donc soumises à la RE 2020. Et donc, comme mentionné, donc ces exigences dépendent de la configuration. Donc pour les constructions fabriquées avant le 1er juillet 2023, les exigences adaptées, elles portent uniquement sur la performance de l'éclairage dans un premier temps, et le second temps est à horizon 2040. Donc pour un horizon de 2040, il faudra faire une rénovation plus complète de ces constructions modulaires. Mais d'ici là, seul la performance de l'éclairage est concernée. Et pour les constructions les constructions temporaires qui sont fabriquées ou construites après le 1er juillet 2023. Là, on a des exigences de moyens donc sur différents éléments de la construction qui portent à la fois sur l'isolation des parois, la performance des systèmes énergétiques et leur régulation et une exigence de protection solaire. Et donc ces exigences, elles dépendent également de la date de construction, de fabrication, du coup, concernant les constructions modulaires. Elles dépendent de cette date, donc avec des exigences en 2023 qui sont ensuite renforcées par palier à partir de 2025 puis 2028. Voilà. Du coup, l'ensemble de ces exigences, ça a pour effet de diminuer la consommation énergétique de ces bases vie et également d'en améliorer le confort. Et pour le coup, du côté de la performance carbone construction, on n'a pas été en capacité de fixer des contraintes dans la mesure où ça aurait nécessité de faire une étude environnementale. Et du coup, au cours des discussions avec la CIM, il s'est avéré que c'était trop complexe à appliquer, en tous les cas à court terme sur le sujet. Et du coup, j'en profite également pour remercier la CIM pour les nombreux échanges qu'on a pu avoir qui ont contribué à améliorer les projets de texte et à obtenir des textes qui nous permettent
du coup d'embarquer la filière dans la dynamique pour améliorer les performances des constructions modulaires. Merci. Merci Aloïs. Donc Vianney Fulart, je suis le président de la commission bas carbone et RE 2020 chez EGF, donc qui est le syndicat des entreprises générales de France. Et je suis aussi directeur de la transition énergétique et du bas carbone chez FH Construction. Chez EGF, on a longuement analysé les textes et notamment le fameux article 421-5 du Code de l'urbanisme. Et objectivement, jusqu'à récemment, on pensait échapper à la RE 2020 sur la partie base vie. Notamment à cause du fait qu'il y a la partie compagnon avec beaucoup de vestiaires, des sanitaires, des réfectoires, et la partie encadrement. Vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qui est soumis dans un premier temps à la RE 2020? Oui. Donc la RE 2020, d'une manière générale, pas spécifiquement pour les constructions temporaires, ne s'applique pour le moment qu'aux constructions résidentielles de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire. Et donc, du côté des adaptations des exigences pour les constructions temporaires, on ne va pas chercher au-delà de ce périmètre dans un premier temps. Donc, pour les bases vie, on a uniquement les parties de bureaux, salles de réunion et potentiellement les sanitaires qui seraient directement associés à cette zone bureau qui sont soumises aux exigences. La partie vestiaire et restauration, potentiellement, sera soumise dans un second temps, une fois que la RE 2020 sera étendue à ces usages pour l'ensemble des constructions, là encore. Oui, donc en fait, c'est la partie encadrement qui est soumise dans un premier temps, et pas la partie compagnon. Et la partie compagnon, parce que c'est un usage réfectoire, vestiaire, qui n'existe pas actuellement, qui n'a pas existé dans les réglementations précédentes, RT 2012, RT 2005, RT 2000, qui n'existe pas encore dans la RE 2020. On va se mettre à quel usage? Du côté de la RE 2020, donc on aura un usage vestiaire spécifiquement, dédié au vestiaire. Donc pour cette partie-là, ça correspondra à ça, donc partie douche vestiaire. Et ensuite, on a du côté de la restauration, il y a, comme en RT 2012, il y a toute une série d'usages. Probablement que la restauration d'entreprise serait l'usage le plus proche, on va dire, des bases vie. De toute façon, il n'y a pas vraiment de question de scénario d'usage du côté des bases vie, puisqu'on est sur des exigences de moyens, donc qu'il n'y a pas d'études de performance énergétique à réaliser. C'est vraiment une performance des différents composants de la base vie qui devront être atteintes. Oui, et donc si je comprends bien, une fois que ce sera étendu, y compris la base vie compagnon, en fait, ce sera les mêmes exigences pour l'ensemble de la base vie. On est d'accord, hein, c'est les mêmes exigences adaptées, quel que soit l'usage, une fois que c'est soumis à la RE 2020. C'est l'idée, effectivement, d'avoir ces exigences, donc les adaptations des exigences concrètement, et avec les échanges qu'on a pu avoir avec la CIM, ils étaient beaucoup liés à la contrainte liée au déplacement des modules. Et cette contrainte, elle est la même, quel que soit l'usage qui est effectué dans les modules. Donc effectivement, on devrait avoir les mêmes exigences pour ces autres usages. D'accord, ok, ce sera plus simple. Une autre question. Au niveau de ce qui a été présenté, il y a la RE 2020 pour les modules fabriqués après le 1er juillet 2023, dans un premier temps, et il y a pour les modules fabriqués avant le 1er juillet 2023, mais installés à partir du 1er juillet 2023. On est d'accord ? Oui, j'ai peut-être pas été clair sur le sujet, mais effectivement, des modules qui ne sont pas déplacés ne sont pas soumis à la RE 2020. C'est au moment de l'installation d'un module sur un site que l'exigence s'applique. Donc l'exigence d'éclairage que je mentionnais pour les modules fabriqués avant le 1er juillet 2023, cette exigence d'éclairage, elle ne s'applique qu'au moment du déplacement du module et pas pour les modules actuellement installés. Ou installé jusqu'au 30 juin.
D'accord. C'est ça. Ça va nous donner des idées pour des dates d'installation de basse vie. Alors, l'exigence d'éclairage de 2023, a priori, est atteignable avec des tubes néons assez classiques. Il y a un petit renforcement de cette exigence d'éclairage en 2028 qui devrait conduire à les remplacer par des LED. Oui. Mais Enfin, a priori, l'exigence de 2023, elle devrait conduire à changer la performance de l'éclairage que des endroits où ce serait vraiment des performances très faibles. bon, c'est 4,80 watts par mètre carré pour 300 lux. C'est quand même pas si faible que ça. Hein. C'est pas inatteignable, mais c'est quand même pas si faible que ça si je compare par rapport aux bureaux qu'on construit actuellement. Hein. Alors effectivement, dans les bureaux, la différence, c'est qu'on a en même temps des exigences d'uniformité au niveau des 100 lux, des 300 lux à 80 cm du sol. Là, il n'y a pas d'exigence d'uniformité, on est d'accord. Pas à ma connaissance, en tous les cas. Pas du côté de l'Aéro 2020. D'accord. Et c'est la partie mobilière, c'est la partie éclairage installé au plafond du module qui est compté, pas les luminaires de bureau, on est d'accord? Oui, mais sur le code du travail, il n'y a pas, à ma connaissance... C'est effectivement... Enfin, l'Aéro 2020, c'est une réglementation qui s'applique à la partie mobilière des bâtiments. Donc, s'il y a des lampes de bureau, ce n'est pas l'Aéro 2020 qui peut le contraindre. Tout à fait. D'accord. Et... En fait, je voudrais quand même dire qu'on est soumis... Il ne faut pas dire qu'on n'est pas soumis à l'Aéro 2020, on est soumis à des exigences adaptées de l'Aéro 2020. C'est un truc important dans la sémantique, parce qu'on a vu ce matin quand même, dans la qualité de vie au travail, dans les bases vies, qu'on voulait quand même plus d'isolation, plus de confort. Et donc, on va avoir des exigences adaptées, qui ne sont pas des exigences pleines et entières, parce que c'est effectivement complexe lié au déplacement des modules. Mais je préfère, et on a appris ce terme-là avec la DHUP, nous allons être soumis à des exigences adaptées de l'Aéro 2020. Mais je pense que c'est important pour montrer qu'on porte un message qualitatif. Et là, je retiens de Bouygues ce matin qu'il serait prêt même à... Et c'était une hypothèse qu'on avait évoquée, d'avoir des modules de classe énergétique ABCD qui auraient des performances énergétiques liées au seuil 23, 25, 28, mais qui pourraient nous permettre aussi de structurer notre offre en modules locatifs pour améliorer le confort et la consommation des bases vies. Donc là-dessus, moi, je suis assez partisan du côté de la CIM à avoir une valeur d'exemple et un engagement sur la performance qu'on essaye de montrer. Et ce que j'ai entendu de Bouygues ce matin, c'est que la valeur et la qualité étaient aussi au rendez-vous et qu'il n'y avait pas forcément que du moins 10 ans partout. Alors, je risque de me faire défoncer par un certain nombre de collègues, mais l'idée est quand même de contribuer à l'amélioration générale et donc de parler d'exigences adaptées. Non, mais c'est un vrai sujet, hein, ce que vous venez de dire, effectivement. On ne peut pas avoir d'un côté des locaux tertiaires fixes pour nous-mêmes, qui sont ultra performants, et je pense qu'on est tous chez EGF, on est tous dans la même direction, et continuer à avoir des bases vie qui ne sont pas au niveau. Les équipes travaux, qui sont le gros de nos équipes, ont aussi besoin de se sentir embarqués dans notre plan d'action pour réduire notre empreinte carbone. Donc ça passe aussi par une réduction des émissions de CO2. Le gros sujet de la base vie, c'est qu'on peut faire tous les efforts du monde sur la partie enveloppe. Si en parallèle, on ne s'occupe pas de la partie usage, et mon collègue de Bouygues en a bien parlé, c'est comme pisser dans un violon. Hein. On aura fait plein d'investissements sans retour sur investissement. Et c'est ça toute la difficulté, avec des équipes en plus qui tournent en permanence pour la partie, surtout en tout corps d'État, dans la partie où on n'est pas en gros œuvre, et des gens qui ne sont pas forcément aussi impliqués que nos propres équipes sur la maîtrise de l'empreinte carbone et des consommations d'énergie. Après, Aloïs, sur le bilan carbone, on a quand même fait une belle opération parce que vous nous avez mis un peu le vertige au départ quand vous avez dit qu'il fallait mettre l'ensemble du parc locatif à la poubelle. On s'est dit, waouh, ça va consommer du carbone de le renouveler complètement. Alors, les constructeurs de modules étaient contents parce que ça aurait fait du business pour un certain nombre d'années. Mais en fait, on a quand même sauvé du carbone en acceptant de continuer à utiliser les 200 000 modules du parc locatif. Sans rétroactivité impérative. Et ça, je pense que c'était, du point de vue du carbone et de la ressource, un truc fondamental. Donc, à ce moment-là, on s'est quand même senti un peu écouté. On a fait un petit calcul général et on a montré que le fait de conserver et de prolonger la durée de vie de ces modules était salutaire pour l'ensemble de la profession et le carbone en général.
Oui, concrètement, on n'a jamais eu dans l'idée de mettre à la poubelle tout le parc existant, mais effectivement, la première formulation qu'on avait pu avoir, enfin la première proposition d'exigence qu'on avait pu avoir, contraignait effectivement excessivement les constructions modulaires actuellement fabriquées. Non, mais en prenant le critère carbone, de toute façon, les arbitrages changent, hein. Je rappelle que jusqu'à la RT 2012, une non-conformité bâtimentaire pouvait aller jusqu'à la démolition du bâtiment. Et c'est jamais arrivé, mais ça pouvait arriver. Avec la RE 2020, ça aurait été une ineptie carbone de rester sur cette stratégie-là, et on a remplacé ça par plutôt une amende administrative, et il n'y a plus de risque, puisque remplacer quelque chose qui émet plus que la cible initiale par autre chose, on peut faire tout ce qu'on veut, on fera que augmenter le carbone, et c'est pareil pour quelque chose qui est déjà construit, le carbone est émis, c'est trop tard, il vaut mieux l'utiliser le plus longtemps possible et l'améliorer comme on peut pour la partie émission d'exploitation, mais il ne faut surtout pas raccourcir le cycle de vie, y compris de modules qui ne sont pas aussi performants que ce qu'on pourrait faire. Je soutiens tout à fait, hein. Enfin, les modules existants, c'est mieux de les améliorer en termes de performance énergétique, mais globalement, il vaut mieux prolonger leur durée de vie que de les mettre à la poubelle et de les remplacer par des modules neufs d'un point de vue environnemental. Et j'en profite aussi pour soutenir ce que tu mentionnais à l'instant sur l'usage des bâtiments. La réglementation environnementale 2020 ne contraint pas l'usage des bâtiments, mais qu'on soit dans des constructions temporaires ou des constructions permanentes, l'usage il est primordial pour limiter les consommations énergétiques. Et les exploitants et même les industriels sont concernés par ces aspects-là pour faire en sorte que les occupants se préoccupent de ce sujet et réussissent à limiter leur consommation. Pour nous, c'est un travail du quotidien pour nos propres équipes, hein, pour réduire nos propres empreintes carbone. Effectivement, la partie usage, ça me rend toujours dingue de me promener sur des grandes avenues commerçantes en plein hiver avec les portes grandes ouvertes et des rideaux d'air chaud où on sent les courants d'air chaud à 5 mètres sur le trottoir, comme sur les Champs-Élysées par exemple. Et en sachant toutes les contraintes que on nous a mis, à juste titre, sur la partie construction de bâtiments. C'est vrai qu'il y a un sujet d'usage des bâtiments qui, à mon avis, n'est pas encore suffisamment adressé. Je ne sais pas comment l'adresser, mais il y a du boulot. Il y a effectivement du boulot. Du côté de l'administration, on travaille sur des contraintes du côté des bâtiments tertiaires pour limiter leur consommation en exploitation. Il y en a qui ont pu en entendre parler sous le terme décret tertiaire. On l'appelle dispositif éco-énergie tertiaire maintenant, ce qui est peut-être un petit peu plus parlant. Mais globalement, l'idée, c'est de limiter les consommations d'énergie en exploitation dans les bâtiments tertiaires en général. Et effectivement, il y a du boulot. Typiquement, réduire ou couper l'éclairage dans les couloirs des bureaux quand il n'y a personne, ça permettrait des économies assez conséquentes et ça paraît nécessaire dans pas mal de bâtiments. Oui, en sachant que là, depuis 10 ou 15 ans, ça a quand même beaucoup changé avec la généralisation des détecteurs, gradateurs en fonction de la lumière naturelle. Il y a encore des choses à faire parce qu'il y a certains bâtiments où ce n'est pas encore le cas, où c'est mal réglé, effectivement. Vous avez aussi évoqué les autres usages. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur le calendrier, sur tout ce qui n'est pas encore adressé, comme la santé, l'universitaire, etc. Alors, on a prévu de lancer des concertations à l'été, si je ne me trompe pas, sur le sujet. Du coup, je suis un peu moins en charge de cette thématique-là, donc je ne pourrais pas forcément être plus précis que ça, mais a priori, ce serait à l'été qu'on devrait avoir des concertations sur le sujet, du coup, qui concernent plutôt les constructions en dur, en l'occurrence, puisque, comme on le disait, pour les constructions temporaires, on ne devrait pas faire évoluer les exigences en fonction de l'usage de la construction.
Encore une question. Dans nos discussions, on s'est mis d'accord sur le fait de publier des fiches d'application. Donc là, on a vu un prototype de fiche d'application donc qui est prête à sortir, si j'ai bien compris. Donc, à quelle échéance est-ce qu'on peut compter dessus? Puisque les premières exigences adaptées, c'est le 1er juillet 2023. On est des industriels, il faut qu'on approvisionne, il faut qu'on s'adapte. Donc, ce serait pas mal de clarifier. Alors, on a essayé de clarifier. Ici, on peut l'envoyer, la slide. Ça marche? Non, pardon. On avait essayé de faire un slide de synthèse. D'accord. C'est Isabelle. Et après, donc l'idée c'était d'avoir une fiche d'application qui clarifie les zones intermédiaires qui sont ni noires ni blanches. Donc ces fiches d'application, elles devraient arriver bientôt. Du coup, il y a un petit travail et probablement un petit échange à avoir encore avec vous pour faire la fiche, une fiche aussi compréhensible que possible, y compris par les personnes qui n'ont pas été dans les discussions depuis le début. Du coup, j'espère qu'on pourra publier cette fiche d'ici fin avril, début mai, pour être quand même un petit peu avant l'entrée en vigueur des exigences. On diffuse un petit synoptique qui précise en haut et en bas ce qui se passe avant le 1er juillet 2023 et après le 1er juillet 2023 en fonction de l'utilisation qui en est faite. Donc avec 3 dates qui sont 1er juillet 2023, 2025 et 2028, avec l'évolution des exigences de moyens sur les différents modules en termes de plancher, de parois, d'éclairage, de chauffage. Donc vous voyez que sur le parc existant au-dessus, les premières adaptations fondamentales sont sur l'éclairage en 2028 et après c'est 2040. En revanche, sur les mises sur le marché des modules à partir du 1er juillet 2023, puis 2025, puis 2028, il y a 3 paliers dont les exigences chiffrées sont précisées dans l'arrêté du 27 décembre et qui vont être reprises dans les fiches d'application qu'on va publier fin avril. Si je me souviens bien, au 1er janvier 2028, pour les modules 9, on imposera le chauffage thermodynamique, il me semble. Au 1er janvier 2025, en l'occurrence. 2025, pardon. Vous n'avez pas peur d'un effet rebond sur la climatisation généralisée des bases vie? L'objectif, c'est d'améliorer la performance du chauffage. Donc, on ne va pas pouvoir interdire la climatisation, mais c'est vrai que ce serait bien, autant que possible, d'éviter d'en installer. On espère qu'avec l'exigence de facteurs solaires, on n'ait pas ce besoin de climatiser les modules. Il n'y a rien de plus proche d'une PAC qu'une PAC réversible. Donc là, je sens grand comme une maison. Hein. Quand on n'avait que les convecteurs, c'était très facile de dire c'est pas climatisé. Quand on leur mettra du thermodynamique, la réaction numéro 1 de chacun, ce sera mettez-nous la clim en même temps. Hein. C'est une vraie crainte pour nous en termes de consommation et d'empreinte carbone sur la partie exploitation. Hein. En tous les cas, sur le post-chauffage, une PAC, ça permet quand même un gain très conséquent par rapport à des convecteurs électriques. Et déjà actuellement, on a des modules avec du chauffage effet Joule plus une climatisation. L'idée, c'est pas de climatiser ces constructions, mais plutôt d'améliorer la performance de leur chauffage. Oui, j'ai bien compris, mais c'est un vrai risque par contre. Il y a des questions dans la salle? Il y a peut-être des questions dans la salle. On parle de sujet comme si c'était un sujet simple, maîtrisé par tout le monde, mais il y a quelques finesses et des trous de souris ici et là, donc effectivement des questions, ça paraît possible. Non, je disais juste que le niveau d'exigence est déjà connu, donc c'est le fameux arrêté 27 décembre, 22 décembre, et que ça s'apparentait à une forme de RT aux éléments, quoi. Okay. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais ce que j'ai compris, c'est que le niveau de 2028 équivaut à une RT 12 par élément.
donc avec une performance énergétique qui est quand même vendable, entre guillemets, pour le grand public. Enfin, il y a quand même un vrai effort, et à l'époque on avait fait des calculs de diminution de la consommation d'énergie, et tout à l'heure quand Johan parlait de 300 kWh au mètre carré, on s'approche des 70 ou des 60 kWh au mètre carré de consommation. Donc en fait on est quand même dans de l'amélioration de performance très importante. Alors après, effectivement, l'usage, nous on ne sait pas si les portes sont ouvertes ou fermées, mais ça j'allais dire c'est presque votre problème. Pardon ? Non, mais bien sûr, non, bien sûr, bien sûr. Non, mais oui, mais en fait, se faire rajouter des centimètres d'isolant pour ne pas maîtriser l'ouverture des portes, c'est agaçant. Oui, mais comme c'est enregistré, c'est pour le jour du procès. Bonjour. D'abord, félicitations de voir que l'État et le privé arrivent à travailler main dans la main pour sortir des projets. J'ai deux questions. Donc moi, Aurélien Potier, donc j'allais me présenter. Aurélien Potier, directeur de société de production modulaire à Mayotte et nouvellement en Guyane. Déjà, ma première question, c'est de savoir est-ce que ces normes s'appliquent dans les DOM ? Parce que vous parliez tout à l'heure d'espérer de ne pas mettre la clim. Si vous voulez des mouvements de grève dans les DOM, je vous invite à venir dans les modules en plein été. On parlait ce matin de problématiques lorsqu'on dépasse les 28 degrés. Nous, c'est quand il fait bon et frais qu'on est à 28 degrés. On est plus en moyenne entre 30 et 40 degrés. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez prévu... Alors, vous parlez de plus de contraintes dans les DOM, c'est le cas, je suppose également en France métropolitaine. Est-ce que l'État prévoit des aides pour les nouvelles, pour le changement des flottes de modules qui vont passer d'un site à un autre? Est-ce que l'État prévoit des aides également aux industriels pour qu'ils puissent basculer leur parc sur des installations moins énergivores? Merci. La RE 2020 en général et du coup les adaptations pour les constructions temporaires ne s'appliquent pas dans les Outre-mer. Donc effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais il n'y a pas d'exigence pour les constructions modulaires dans les DOM. Pour ce qui est des aides de l'État, donc il n'y a pas d'aide qui a été prévue sur le sujet. Du côté des flottes actuelles, on considère que l'évolution de performance de l'éclairage, c'est une forme d'évolution assez naturelle des prestations dans ces modules. Le délai à 2028 pour passer à des LED nous semblait suffisant pour cette bascule. Et du côté du parc neuf, là effectivement il y a un surcoût. J'imagine en tous les cas qu'il y aura un surcoût du côté des industriels. En tous les cas, il y a une performance bien plus importante que la performance actuelle. Il y a quand même, du côté de nos calculs, a priori, il y a un retour sur investissement pour l'exploitant sur le sujet. On n'était pas forcément totalement d'accord sur les hypothèses de calcul, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que pour les exigences de 2023, il y a un retour sur investissement qui est très évident. En tous les cas, si on se place à un horizon raisonnable. Donc on a effectivement posé la question et on a effectivement eu un non. Mais en fait, ça ne coûtait rien de poser la question. Sur les retours sur investissement, on n'était effectivement pas d'accord. Maintenant, les prix d'énergie, et notamment le kilowattheure d'électricité à 5, 10 ou 15 ans, bien malin qui peut le connaître. Donc les hypothèses qu'on fait aujourd'hui sont des hypothèses quand même extrêmement théoriques. Mais non, on n'aura pas d'argent pour effectuer cette transition. Sans vouloir mobiliser la parole, il y a un autre volet également pour les industriels, c'est une partie de la question, mais il y a également pour, vous parlez des écoles, donc c'est les mairies, les collectivités, peuvent avoir également des aides pour justement absorber le coût. Est-ce que vous avez prévu ça ?
Et dans les DOM, ça existe, je ne sais pas si ça existe en France métropolitaine, mais quand on rajoute des surtoitures, on rajoute du bardage qui vient mieux isoler, les collectivités, les clients finaux, les utilisateurs peuvent bénéficier d'aides. On n'a pas prévu ça. Je pense que les aides dont vous parlez, c'est les certificats d'économie d'énergie. Et dans ce cas-là, ça s'applique plutôt aux rénovations et pas à la fabrication ou construction. D'une manière générale, hein, pour les exigences de la réglementation environnementale 2020, on est bien conscient que c'est des contraintes supplémentaires pour tous les constructeurs. Il y a aussi des objectifs environnementaux qui sont à atteindre et qui demandent des efforts à tous, donc à toute la filière. Et d'une manière générale, les fabricants, pour qui ça coûte plus cher, répercutent leurs coûts sur les acheteurs. Et ces acheteurs, ils récupèrent au moins en partie ce surcoût en termes d'exploitation, de frais d'exploitation et puis en termes de confort également, qu'on ne peut pas forcément valoriser économiquement, mais qui apporte quand même une vraie plus-value. Est-ce que je peux intervenir sur la notion d'aide? Je fais un pas de côté. Pour DLR, la partie matérielle, actuellement, la FFB, la FNTP, DLR, Evolis et CEMAT, qui sont les syndicats constructeurs et importateurs de matériel, est en ligne pour travailler sur la décarbonation des matériels et notamment la motorisation, etc. On est en train, à l'heure où je vous parle, et c'est moi qui le fais pour les 5 fédérations, d'aller voir tous les cabinets ministériels et les conseillers pour aller réclamer des aides. Vous oubliez. Il n'y a plus d'argent. Le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. La notion d'aide, inflation 4 ou 5%, la guerre en Ukraine, on l'a dit ce matin. Donc la notion d'aide aujourd'hui, finie. Et on est vraiment au cœur du truc. Là, j'ai rendez-vous à Bercy la semaine prochaine avec un des conseillers de Monsieur le maire. On sait un peu déjà ce qu'ils vont nous dire, mais c'est assez impressionnant. Voilà. Ça, c'est dit. C'est une question, en même temps une clarification. Les bases vides chantiers sont donc exonérées des exigences adaptées à l'heure actuelle dans les textes. La partie bureau des bases vides chantiers, alors, est bien... C'était la suite de la question, c'est si la base vide qui ne comporte pas de bureau est exonérée, quand elle comporte des bureaux, est-ce que les bureaux eux-mêmes sont bien... doivent répondre aux exigences adaptées, la partie bureau, mais quand il n'y en a pas, jusqu'à présent, il n'y aura pas d'exigence adaptée tant que vous n'aurez pas fait paraître les éléments sur les vestiaires et réfectoires qui vont apparaître bientôt. Nous qui sommes industriels, on a quand même intérêt à fabriquer le même module pour tout ça, le même type de module. Donc en vérité, le message de la CIM, c'est de dire faisons dès à présent, même pour les parties réfectoires et pour la partie vestiaire, des modules correspondant aux exigences adaptées. Sommes-nous en phase? Tout à fait. C'est pas parce que la réglementation ne s'applique pas qu'on ne vous conseille pas de faire ça, de faire ces améliorations des constructions modulaires d'une manière générale. Globalement, il y a quand même un gain énergétique très conséquent entre un module, entre le module standard actuel peu isolé et un module, même si vous allez chercher l'intermédiaire entre les exigences de la RE 2020 et les pratiques actuelles, il y aura un gain très conséquent d'un point de vue énergétique. Si d'un point de vue industriel, c'est plus simple de fabriquer tout aux mêmes performances, tant mieux. Comme ça améliorera l'ensemble du parc d'un coup. Réglementairement, il n'y a pas de contrainte pour les parties de vestiaire et de restauration. Si vous le faites, c'est mieux. Et effectivement, ça va arriver... Non, même principe, du coup, de décalage. Du coup, ça s'applique en fonction de la date d'entrée en vigueur des exigences. Et
Du coup, si vous fabriquez aujourd'hui des sanitaires qui ne respectent pas les exigences de la RE 2020, ils resteront réglementaires modulo le sujet de l'éclairage là aussi. Mais si vous pouvez les rendre directement au même niveau de performance, ce sera toujours mieux. Je crois qu'on s'arrête ici, l'heure tourne. Une dernière, parce qu'après les gens s'en vont, et pour les derniers intervenants, c'est un peu délicat. Oui, surtout qu'à la pause, il y a des tripes au sein doux et de la bière chaude, ce serait dommage. Bonjour, Alain Bondepazis, Société Modulo Base. Vous parlez des vestiaires pour les bases vie. Qu'en est-il des vestiaires sportifs, par exemple, ou vestiaires communaux de moins de 50 mètres carrés? Est-ce qu'ils rentrent dans le cas de la RE 2020? Alors, j'en ai pas parlé, mais effectivement, les textes dont on a parlé, l'arrêté du 22 décembre 2022 inclut des adaptations des exigences, d'une part pour les constructions temporaires, et d'autre part pour les constructions de petites surfaces, donc de moins de 50 mètres carrés. Là encore, pour les vestiaires, ça ne s'applique pas encore à ce stade, mais assez rapidement, du coup, il y aura des exigences adaptées pour les vestiaires de petites surfaces. Là aussi, c'est de la performance de l'isolation, des équipements, de la régulation. La dernière. Bon, mais les tripes au sein doux, elles sont au chaud, elles peuvent attendre. Bonjour, Antoine Plane, Camposphère. Je voulais savoir s'il y a des exigences adaptées pour les modules fabriqués avant le 1er juillet 2023, mais hors des 421.5 et moins de 2 ans d'usage. Non. En l'occurrence, par exemple, si c'est installé pour une durée plus importante, mettons 5 ans, hors base vie, la RE 2020 s'applique complètement sans adaptation. De la même manière que la RT 2012 s'appliquait sans adaptation à ces constructions. Merci. Bravo. Oui, 15 minutes.